Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Bonjour à tous, bonjour aux abonnés d'Omerta, bonjour aux abonnés de notre application, également aux abonnés de notre chaîne YouTube. Vous êtes aujourd'hui plus de 127 000 à nous avoir rejoints en un an, ce qui est quand même pas un record, mais enfin un chiffre significatif. Et je vous remercie. Je vous remercie pour votre fidélité depuis le début, depuis que Omerta a démarré. Vous êtes venus nombreux, vous êtes toujours là. On est en 2024, évidemment. Je vous souhaite une excellente année, une très très bonne année. Tous nos vœux, tous les vœux d'Omerta pour vous. Et puis pour démarrer cette année, eh bien il y aura plein de choses. Il va y avoir plein de choses, du journalisme, du reportage, des interviews. On démarre l'année tout de suite en bonne compagnie avec Idriss Aberkane. Je rejoins Idriss en visioconférence. Alors bonjour Idriss, d'abord évidemment, excellente année à vous également. Je vais commencer pour rentrer dans le vif du sujet par une question assez large. 2023 était une année qui s'est terminée de façon tragique, on va dire, dans les relations internationales. Tout explose. 2024 démarre. Quel est, selon vous, comment ça se passe au Moyen-Orient en ce début d'année? Comment voyez-vous la situation du Moyen-Orient et plus largement du monde en 2024? Alors même si la formule fait que je dois vous souhaiter une excellente année et à toute votre audience, hein, bravo pour ce que vous faites parce que le journalisme libre est de plus en plus menacé. Donc vraiment bravo à Omerta d'une part et à l'audience d'Omerta qui montre son caractère judicieux, si je peux me permettre. Donc voilà, je dois vous souhaiter une bonne année 2024, mais c'est vrai que cette année commence pas sous les meilleurs auspices. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, si tant est qu'on puisse utiliser une métaphore pareille, alors qu'il y a d'une part une crise humanitaire gravissime à Gaza, d'autre part une crise politique gravissime en Israël, avec la moitié du pays dans la rue et l'autre moitié mobilisée. Mais ça aurait pu être pire. Alors, je sais que c'est pas l'analyse géopolitique la plus affûtée de dire ça aurait pu être pire. Mais on vit à une époque, j'ai vérifié l'information, où vous avez des milliardaires qui se construisent des bunkers anti-nucléaires. Donc, ça a été repris par le Hindustani Times et par d'autres journaux dans le monde. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, enfin, du groupe Meta, qui possède notamment Instagram, se fait bien construire un bunker de luxe à Hawaï pour 274 millions de dollars. Donc, quand on a des milliardaires qui se font construire des abris anti-atomiques, ça nous rappelle les années 50, ça nous rappelle les périodes où il y avait des spots à la télévision américaine qui expliquaient aux gens comment fuir les villes en cas d'agression soviétique, etc. Voilà ce qui aurait pu nous attendre et ce qui pouvait toujours nous attendre en 2024. Ça aurait pu péter dans tous les azimuts et aujourd'hui, ça pète de façon, comme disent un peu les pédants des conflits, de façon de basse intensité. Ça veut que bon, il y a quand même eu 20 000 morts à Gaza, il y a quand même une situation catastrophique en Israël, il y a quand même les Houthis à Bab el-Mandeb, il y a quand même la guerre en Ukraine qui continue, mais on n'est pas sur la troisième guerre mondiale encore. Donc, si je peux me permettre, on attaque l'année comme ça, la paix peut encore gagner. Et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait se concentrer en tant que géopolitologue, fondamentalement. Donc message d'espoir, tant mieux, merci de nous rassurer quelque peu. Je vais rentrer dans le vif du sujet sur la situation sur le terrain. Israël s'est fixé pour objectif après les attaques terroristes du 7 octobre du Hamas, d'éradiquer ce même Hamas. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que c'est réalisable? Netanyahou parle d'une guerre longue, il n'est pas le seul à le dire. Est-ce que vraiment Israël a les moyens aujourd'hui d'éradiquer ce groupe islamiste? Bah, c'est une très bonne question parce que, selon moi, Netanyahou a menti complètement à sa population. Alors, je ne suis pas le seul à le dire puisque aujourd'hui, tout Israël est dans la rue, hein, j'insiste, on a une moitié qui est mobilisée, l'autre moitié qui est dans la rue. Alors c'est vrai que quand on commande de l'extérieur et nous on n'est pas israéliens donc on dit: «Israël veut éradiquer le Hamas», mais la réalité c'est Netanyahou qui veut éradiquer le Hamas ou qui prétend vouloir l'éradiquer puisque ça aussi c'est toujours très compliqué dans la mesure où Haaretz a révélé je rappelle un peu le contexte. Haaretz est un journal de gauche, certains diraient d'extrême gauche selon comment on place la fenêtre d'Overton. En tout cas, il tire à boulet rouge sur Netanyahou depuis le début du conflit. Ils tiraient avant sur Netanyahou, mais là, ils ont augmenté la cadence. Et Haaretz a fuité
les actes d'une conférence où Netanyahou avait dit, et c'est complètement confirmé, des témoins l'ont confirmé, quiconque veut empêcher, je cite, hein, c'est Netanyahou qui parle, quiconque veut empêcher une solution à deux États devrait favoriser le Hamas, et nous sommes très fiers de favoriser le Hamas par opposition au Fatah, hein, par opposition donc à la résistance non armée, puisque le Fatah aujourd'hui a renoncé à la violence, donc le descendant de l'OLP, de Yasser Arafat. Eh bien, Netanyahou avait dit, voilà, quiconque veut empêcher une solution à deux États, que le Likoud ne veut absolument pas voir arriver, devrait encourager le Hamas. Donc on a eu cette espèce de schizophrénie où d'un côté, le Likoud a revendiqué vouloir être content d'avoir le Hamas comme interlocuteur, entre guillemets, ou plutôt comme non-interlocuteur, puisque le Hamas ne s'intéresse pas à une solution politique au conflit, il ne s'intéresse qu'à des solutions militaires, armées, violentes. Mais du coup, Netanyahou avait clairement déclaré, voilà, bah, nous, c'est très bien, parce que comme ça, les solutions politiques au conflit ne pourront jamais avoir lieu, d'une part, et d'autre part, bon, sur le plan stratégique, on ne peut pas éradiquer un mouvement comme le Hamas, qui est un mouvement clandestin, qui a une structure qui fonctionne un peu comme une mafia, en fait, mais même sans jugement. Je veux dire, au-delà de toute notion de même vouloir le juger, ce qu'on peut tout à fait faire aussi, mais je veux dire, faisons abstraction de ça. Le fonctionnement du Hamas, c'est de faire de la contrebande dans Gaza. Donc, comme toute organisation qui fait de la contrebande, il a un fonctionnement de mafia, avec des contacts dans le monde entier, et puis des cellules dans le monde entier, notamment au Mexique, notamment en Argentine, notamment au Brésil. Donc, il a un fonctionnement qui est très proche de l'IRA, en réalité, hein, l'Irish Republican Army, qui faisait des attentats aussi, et qui était allé encore plus loin, parce que l'Irish Republican Army, je rappelle, avait tué Lord Mountbatten, hein, donc très proche membre de la famille royale, avec ses enfants en plus. Enfin, c'était quelque chose de spectaculairement violent et de symbolique. Et l'IRA a pas pu être éradiqué militairement. Le Hamas peut pas être éradiqué militairement. Donc, de ce point de vue-là, il faut comprendre une chose, c'est que si les Américains n'ont pas réussi à éradiquer les talibans, les Américains quand même, on parle de moyens qui sont exponentiellement supérieurs aux moyens d'Israël. Si en 20 ans, on parlait de guerre longue, 20 ans de déploiement en Afghanistan, dont l'objectif était, de façon réputée, d'éradiquer les talibans. C'était censé être l'objectif politique à 100% de l'opération afghane. Eh bien, ça a échoué. En 20 ans, les talibans ont simplement pris le pouvoir et, comme l'ont dit plusieurs commentateurs américains qui sont sans doute de mauvaise langue, en 20 ans, on a remplacé les talibans par le taliban. Donc, Netanyahou ment à sa population et une grande partie des Israéliens s'en rend compte. Les Israéliens expatriés ne s'en rendent pas forcément compte parce que quand on est expatrié, on ne se pose pas trop la question de savoir si le gouvernement est de droite, de gauche, du centre, etc. Et on fait moins de politique que quand on est dans le pays même. Mais Israël aujourd'hui, les Israéliens qui sont au pays sont très majoritairement conscients du fait que éradiquer le Hamas n'est pas l'objectif politique de Netanyahou à Gaza, que c'est l'objectif rhétorique, mais que ce n'est pas l'objectif politique concret, puisque ça ne fonctionnera pas de cette manière-là. Et ça va au contraire rendre le Hamas encore plus populaire dans l'autre zone, à savoir la Cisjordanie. Alors on reviendra sur cette question de la popularité du Hamas, ça sera ma question juste après, mais justement je veux vous demander quelle peut être la configuration pour Gaza après la guerre. On rappelle que deux ministres du gouvernement Netanyahou, Itamar Ben-Gvir et Smotrich, parlent d'une nouvelle colonisation à Gaza. Alors quelle est l'issue finalement pour la bande de Gaza et comment on peut rétablir une paix à un moment? Smotrich et Ben-Gvir, toujours pour donner le contexte, sont d'extrême droite. Et alors Ben-Gvir, son parti, c'est le Front National Juif, mais qu'on devrait plutôt qualifier de Front National Israélien. Il s'appelle comme ça. Et Ben-Gvir est vraiment un ultra faucon parmi les faucons. Et sa position, comment dire, ce que fait l'administration Netanyahou-Ben-Gvir, c'est bien de les relier parce que sans Ben-Gvir, Netanyahou n'a plus de majorité. Il est même cuit politiquement sans lui, donc ils composent de cette façon. Mais jamais les Israéliens en majorité n'auraient voté pour ce que fait l'administration Netanyahou-Ben-Gvir aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien que ça aura des conséquences. Déjà, hein, il y a presque 1000 ans maintenant, enfin il y a 800 ans, Saladin au Moyen-Orient disait le sang ne dort jamais. Et donc il avait essayé de donner des instructions qui étaient un peu des prototypes de droit humanitaire, de droit de la guerre. Parce que vous saviez, à l'époque, on pillait les caravanes, on violait, on éventrait, enfin c'était les croisades, quoi.
Et Saladin avait dit voilà, à ses soldats ou à ses généraux, gardez-vous de faire couler le sang inutilement parce que le sang ne dort jamais. Et que tôt ou tard, si jamais nous, on égorge des chrétiens, eh ben, les chrétiens vont nous égorger dès qu'ils reprendront la main, donc ça sera sans fin. Et dites-vous bien qu'à chaque fois que vous égorgez un chrétien en tant qu'armée musulmane des croisades, c'est comme si vous vous égorgiez vous-même, puisque par effet de rebond, c'est ce qui va se passer. Or, là, aujourd'hui, Israël a utilisé 18 000 tonnes de bombes, fait 20 000 morts, rasé Gaza. Je ne parle pas du nombre de blessés, donc la ville de Gaza, pas la bande. La bande n'est pas rasée encore, mais la ville de Gaza est rasée. Les conséquences sont que là, je parle même d'un point de vue purement intérêt national israélien. C'est pour ça que les Israéliens n'auraient jamais voté là-dessus, parce qu'il y a quelque chose que je veux que tout le monde comprenne. On peut utiliser ses émotions ou sa stratégie, mais on ne peut pas utiliser les deux en même temps. C'est pas possible. C'est comme la petite blague un peu misandre hein, c'est grossier, mais ça va, tout le monde va se rappeler. Vous voyez, c'est la fameuse blague. Dieu a donné un pénis et un cerveau aux hommes, mais pas assez de sang pour utiliser les deux en même temps. Bah, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser sa stratégie et ses émotions en même temps. Donc à un moment donné, il faut utiliser ou l'un ou l'autre. Il y avait une réponse émotionnelle évidente aux attentats du 7 octobre qui a permis à Netanyahou de s'engouffrer dans un projet qui a été fuité par Wikileaks. Donc Wikileaks l'a révélé. Alors c'est pas Wikileaks qui a produit la fuite, hein, c'est Wikileaks l'a simplement publié. C'est un haut fonctionnaire israélien qui a balancé ça, parce qu'on a tout un tas de fonctionnaires israéliens qui ont encore la tête sur les épaules et qui comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Et je pense aussi à l'ancien président ou l'ancien premier ministre Ehud Olmert, qui a vertement critiqué Netanyahou. Et ce projet était d'évacuer Gaza complètement, de forcer l'Égypte à accepter 2 millions de Gazaouis. Et ça, si c'était arrivé, si jamais Netanyahou avait réussi à faire ça, le monde musulman aurait eu deux réponses possibles, et seulement deux. D'une part, les armes de destruction massive, c'est-à-dire on aurait pu rentrer dans une guerre nucléaire, et le monde musulman possède l'arme atomique par le Pakistan, qui a fait savoir qu'il la mettait à disposition de la Turquie en cas de crise. C'est connu, d'ailleurs ça a été rappelé par beaucoup d'analystes américains, dont le colonel McGregor, qui est un ancien conseiller de Trump, et qui l'a dit de façon complètement officielle. Il a dit les Pakistanais ont clairement expliqué aux Turcs qu'en cas de conflit très grave, ils mettaient leur arme atomique à leur disposition. Donc imaginez un peu ce que ça signifie. Et l'autre scénario, ça aurait été les armes de construction massive, c'est-à-dire que les pays arabes créent un New Gaza pour défier Israël à la frontière. Alors, je dois faire un rappel là-dessus, puisque j'ai exploré ce scénario en expliquant que c'était le seul scénario non nucléaire possible, mais qu'il était complètement hypothétique. Mais comme certains m'ont cité hors contexte là-dessus pour essayer de faire de l'audience, je dois bien rappeler que c'est absolument pas quelque chose que j'encourage ou que je souhaite. Mais que quand on analyse la situation du point de vue de la théorie des jeux, c'était à peu près les deux seules possibilités. Alors ça, c'est les choses graves. Maintenant, si on veut faire la paix dans la région, il y a plein de possibilités. En effet, l'une d'entre elles, c'est de singapouriser Gaza. C'est d'en faire une cité-État, ce que Gaza était il y a 3000 ans. Parce que tout ça, hein, c'est l'éternel combat entre les Philistins et les Israéliens. Et les Philistins, bah, qui ce sont les Philistins? Ce sont un peuple qui arrive en terre de Canaan en même temps que les Juifs, il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, 1177 avant Jésus-Christ. Et ces peuples de la mer, comme on les appelle, c'est comme ça que les appelle Ramsès III, vont notamment s'installer à Gaza, alors, et aussi à Ashkelon, etc. Ils vont former un pentapole des cités-États, les 5 villes, pentapole. Et ces cités-États bah, vont être en guerre avec Israël pour le contrôle de la côte, Israël avec les royaumes juifs, parce qu'il y en avait plusieurs, vont être en guerre avec les peuples juifs de l'époque pour le contrôle de la côte pendant des siècles. Et c'était déjà des cités-États. Donc, bah, une solution, ce serait de transformer Gaza en cité-État, à la Monaco. Il faudrait y injecter du cash, mais c'est rien par rapport au coût de la guerre. C'est rien, vraiment, c'est ridicule. Il faudrait injecter autour de 120 milliards, ce qui, encore une fois, est rien par rapport aujourd'hui aux dépenses et à ce que la guerre coûte à toutes les parties. Et puis, il faudrait faire une constitution de compromis en disant la cité-État de Gaza, par exemple, doit avoir un juif à son gouvernement. À un temps T, il doit toujours y avoir un juif au gouvernement. Par exemple, il y a 7, on pourrait faire à la Suisse, il y a 7 ministres en Suisse qui gouvernent. Il ne peut pas y en avoir un de plus. Et parmi les 7,
il devrait y avoir un juif. Voilà, on ferait ça. Ensuite, pour éviter qu'il y ait de nouveaux bombardements sur Gaza, on créerait davantage d'entreprises juives à Gaza, d'entreprises israéliennes, puis d'une certains juifs qui pourraient vivre à Gaza, etc., pour qu'il y ait un plus grand mélange de population, pour qu'il n'y ait plus de raison de bombarder, ou que, en tout cas, en cas de bombardement, Israël se retrouverait à devoir tuer des juifs, ce qui réduirait quand même le risque que ça arrive. Et c'est tout à fait possible d'avoir un futur comme celui-là, mais pas avec le gouvernement actuel. Ça, c'est clair et net. Et il faudrait évidemment une alternative au Hamas aussi. Oui, alors justement, de cette alternative au Hamas, quid de sa popularité? Vous avez évoqué tout à l'heure la Cisjordanie, où il est presque aujourd'hui plus populaire qu'à Gaza, puisque à Gaza, les habitants sont aussi conscients de ce que c'est que vivre avec le Hamas, cette pieuvre prédatrice qui gère toute la vie et qui justement exploite de façon mafieuse, comme vous l'avez expliqué, cette bande de Gaza. Est-ce qu'il n'existe pas directement pour Israël, en plus des conséquences qu'on a décrites, un risque de contamination du conflit en Israël? Je rappellerai également la présence des Arabes israéliens aussi, qu'on avait vu se révolter il y a 1 ou 2 ans pour des questions justement liées au peuple palestinien. Donc comment est-ce que Israël finalement n'est pas aussi continue, malgré sa mobilisation, malgré cette prise de conscience du péril de son existence, est-ce qu'Israël n'est pas fragilisé à nouveau intérieurement par le Hamas et par sa présence en Cisjordanie? Et en fait, Israël est fragilisé parce que dans cette région, qui est très petite, c'est comme si je sais pas, c'est comme tirer au 44 Magnum dans une cabine téléphonique. Et donc, on se prend le rebond tôt ou tard. Or, depuis une quinzaine d'années, le Likoud tire au Magnum dans une cabine téléphonique. Et donc, les conséquences, c'est pour ça, encore une fois, que l'opposition commence à monter. C'est pour ça que Israël est dans la rue. Puis c'est aussi pour ça, en effet, il y a plus d'1 million d'Arabes en Israël qui ont le passeport. Il y a plus d'1 million de musulmans, même, qui n'ont pas forcément d'Arabes chrétiens. Il y en a aussi. Qui ont le passeport israélien et qui se sentent évidemment solidaires de la cause palestinienne. Or, le Hamas est parvenu à faire une OPA sur la cause palestinienne, c'est exact. Autant, à la fin des années 90, la cause palestinienne était représentée par le Fatah, qui donc avait renoncé à la violence et qui donc était rentré en négociation politique avec Yitzhak Rabin. Et puis, les accords d'Oslo ayant échoué, notamment parce que un membre du Likoud a assassiné Rabin, il faut quand même le rappeler, c'est un sympathisant du Likoud qui a assassiné Rabin. Donc, et puis, Netanyahou, à l'époque, et le Likoud appelaient à la mort de Rabin. Enfin, on voyait des gens dans la rue qui défilaient avec des cercueils Yitzhak Rabin, avec le nom d'Yitzhak Rabin dessus. Donc, c'est quand même d'une grande gravité. Et puis, à force de tirer au 44 Magnum dans la région, on se prend le rebond. Alors, quand le Hamas tire au 44 Magnum, ils se prennent le rebond, c'est-à-dire Gaza rayé de la carte et 20 000 morts minimum et 18 000 tonnes de bombes. Et puis, quand Netanyahou tire au 44 Magnum dans la région, avant le 7 octobre, il se prend le rebond, à savoir ce qu'a fait le Hamas. Et en effet, l'énorme victoire politique du Hamas, c'est aujourd'hui d'être le représentant de la cause palestinienne, et surtout pour la génération TikTok. Toute la génération TikTok, pour elle, le Hamas, c'est le représentant de la cause palestinienne. Et ça ne peut amener que de nouvelles guerres, puisque si le Hamas devenait, Netanyahou aura une raison d'envahir la Cisjordanie, et il s'en priverait absolument pas. S'il envahissait la Cisjordanie, la guerre n'aurait quasiment aucune chance de ne pas éclater dans la région, parce que l'Iran, là, pour le coup, agirait. L'Iran est Le Hezbollah est en service minimum, avec quelques pics d'activité, mais qui sont encore rien par rapport à une vraie guerre. Les Houthis sont aussi en service minimum, même si les Américains sont en train de déployer l'opération Prosperity Guardian dans le golfe d'Aden. Ils sont en service minimum parce qu'ils font une pression économique à Israël. Et aujourd'hui, vraisemblablement, la stratégie de l'Iran, c'est d'étouffer économiquement Israël pour lui faire lâcher prise à Gaza. Et c'est une situation qui empêcherait une guerre longue. Du coup, parce que autrement, une guerre longue favoriserait le projet de Netanyahou Ben Gvir, à savoir une évacuation de Gaza, dont j'insiste, hein. Là, on en parle en toute simplicité. Moi, je dis évacuation, mais dans ce cas-là,
ce serait précisément une épuration ethnique. Les gens utilisent le terme génocide. Génocide, c'est quand on tue tout le monde. Je veux pas faire de sémantique à deux ronds parce que c'est pas le sujet, mais en anglais, on a ethnic cleansing et on a genocide. En français aussi, épuration ethnique et génocide. Épuration ethnique, c'est quand on déplace tout le monde. Génocide, c'est quand on tue tout le monde. Mais dans les deux cas, ça créerait si on utilise le terme évacuation, ça créerait une explosion dans le monde musulman et ça serait pas du tout dans l'intérêt d'Israël. Mais pas du tout. Ça serait une catastrophe diplomatique pour Israël et n'importe quel diplomate israélien le sait, d'où les critiques que Netanyahou reçoit Alors, aujourd'hui. vous avez évoqué, c'est ma question suivante, l'action des Houthis dans le détroit de Bab el-Mandab. Est-ce que ça vous a surpris, ce front maritime, quelque part, qu'on n'attendait pas, qui cible des cargos et qui perturbe, qui promet aussi pour 2024? C'est peut-être quelque chose, après la crise ukrainienne, le blé, etc. Ben là, on a une partie du commerce mondial qui est menacée. Est-ce que ça vous a surpris cette action et ce potentiel justement des Houthis qu'on avait un peu laissé, je dirais, dans leur guerre avec les Saoudiens? Eh ben, il faut se rappeler que l'Iran, c'est le pays du jeu d'échecs. Hein, échec et mat, ça vient d'une phrase iranienne qui a été traduite en arabe par Shir Mata, ça veut dire le roi est mort. Shir, le roi, hein, comme on dit, le cheikh, hein, le shir, les shirs dans les monarchies pétrolières. Et le shah, c'est le mot échec et shah, ont la même origine. Donc les Iraniens jouent aux échecs. Ils ont des pions et ils les jouent. Alors, il faut quand même que je clarifie, le Hamas n'est pas un pion iranien. Mais le Hamas une branche des frères musulmans. Il a été combattu par les Iraniens à plusieurs reprises. Leurs enjeux géopolitiques. Cependant, ce qui s'est passé a fait que le Hamas a forcé les Iraniens à se rapprocher d'eux. Les attentats du 7 ont été pour le Hamas une façon géopolitique de forcer les Iraniens à prendre leur défense. Ce qui était à la fois cynique et brillant politiquement pour le Hamas, puisque ce sont deux ennemis qui se sont combattus en Syrie et qui aujourd'hui, l'Iran n'a pas le choix. Je veux dire, ils ne peuvent pas ne rien faire quand on a la deuxième guerre de Gaza, puisque la première guerre, c'était l'opération Plan Durci avec Ariel Sharon, qui n'était pas un tendre, mais Ariel Sharon, c'est 1200 morts, c'est pas 20 000. Et Ariel Sharon était, je ne m'attendais pas à dire ça dans ma vie, mais Ariel Sharon était un enfant de cœur à côté de Netanyahou, ce qui est quand même assez fou, parce que Ariel Sharon était quand même un faucon qui a participé au massacre de Sabra et Shatila pendant la guerre libanaise, et donc c'était pas quelqu'un de très petit poney-esque, quoi. Mais donc, les Iraniens jouent aux échecs, ils déplacent des pions, et ils ont deux pions dans la région, les Houthis au Yémen et le Hezbollah. Et ils ont coordonné ces deux pions, les Houthis au sud, le Hezbollah au nord, avec un objectif, faire décupler le prix de la guerre au jour le jour pour Israël. Ça, c'est l'objectif de l'Iran. Quand Netanyahou dit que ce sera une guerre longue, il se rend compte qu'il ne peut pas évacuer 2 200 000 personnes. Enfin, on aurait pu le faire, ça, il y a 100 ans. Je dirais le génocide arménien, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Surtout à l'ère TikTok, à l'ère des réseaux sociaux. Quand on a la Chine vient de changer ses cartes sur les applications de cartes chinoises, Baidu, etc. La Chine vient de changer ses cartes aux frontières de 67. C'est un statement politique. La Chine vient de reconnaître qu'elle est aujourd'hui représentante de la solution à deux États dans les frontières de 67. Ce qui est une opposition frontale au point de vue du Likoud qui considère que Gaza et la Cisjordanie, qu'il appelle la Judée-Samarie, font partie d'Israël et que tôt ou tard, ces Palestiniens, entre guillemets, qui ne sont que d'autres Arabes, et je recite Netanyahou quand il était aux États-Unis et qui se faisait appeler Ben Nitai, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a déjà 22 États arabes, vous voulez en créer un 23e? Ça, c'est la position de Netanyahou concernant les Palestiniens. Donc, pour lui, créer un État palestinien égale créer un nouvel État arabe. Il y en a déjà 22. Pourquoi en créer un 23e? Il suffit qu'ils retournent dans les États arabes qui ont déjà été créés pour eux, à savoir la Jordanie et l'Égypte. Et puis, il va argumenter en disant que Gaza a déjà été administré par l'Égypte et que la Cisjordanie a déjà été administrée par la Jordanie. Donc, si jamais la guerre pouvait durer longtemps, Netanyahou pourrait faire ça. Mais si la guerre menace de faire s'effondrer le shekel,
Là, il pourra plus parce que Israël va imploser civilement. Israël pourrait rentrer en guerre civile, ce qui est complètement paradoxal, parce que d'habitude, c'est un pays dont la pression extérieure faisait que la guerre civile était quasiment impensable, parce que Israël étant entouré d'ennemis comme l'Égypte, comme la Syrie, etc., n'a pas vraiment le luxe d'entrer en guerre civile, quoi. Mais là, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'entre la réforme constitutionnelle que Netanyahou a essayé de faire passer, bon, qui, en gros instaurerait quasiment une dictature, hein, en Israël, parce que c'est aussi grave que ça, hein. C'est bien pour ça que déjà avant le 7 octobre, il y avait des manifestations monstres contre la réforme de la Cour suprême que voulait imposer Netanyahou. Mais entre ça et le fait qu'aujourd'hui, Netanyahou a mobilisé 400 000 personnes en Israël, que l'économie israélienne est à l'arrêt, elle est à l'arrêt, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus d'investissement. Beaucoup d'Israéliens ont quitté le pays. Et pour couronner le tout, il y avait des travailleurs journaliers ou des travailleurs hebdomadaires gazaouis, qui avaient un permis de travail, qui venaient Mmh. dans le BTP, dans les travaux de l'artisanat, agricole, etc. Vous prenez par exemple SodaStream. Vous connaissez Oui, SodaStream? oui, oui. SodaStream, c'est une boîte israélienne, mais dans les usines, il y avait à peu près moitié-moitié. Une moitié de Palestiniens issus des territoires occupés qui travaillaient pour SodaStream en bonne harmonie, sans vouloir être bisounours. Bon, maintenant, ça, c'est fini. Donc, le plan de l'Iran, c'est ça. Et donc, en ce sens, pour répondre à votre question, ça ne me surprend pas que les Houthis fassent ça parce que 40% du commerce mondial passe par la porte des pleurs, Bab el-Mandeb. 40% quand même, c'est pas rien, hein. Et en ce sens, la guerre et le prix de la guerre au jour le jour a en effet été multiplié par 10 depuis que les Houthis ont fait ça. Alors donc, les outils, élément, front qui est venu se rajouter et qui vient en plus compliquer la situation. Moi, je voudrais vous faire réagir sur les risques au Liban. L'activité, les échanges de feu entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière nord d'Israël ont été les plus intenses depuis des années. Le risque existe, mais est-ce que finalement vous ne pensez pas que au Liban, le peuple libanais, dans sa grande majorité, ne veut pas de guerre, il en connaît le prix, et que le Hezbollah est aussi parfaitement conscient de ça, et que ça freine un peu les choses également. Quel est votre sentiment là-dessus ? Alors, le Hezbollah n'a pas de capacité offensive de haut niveau. Ça ne veut pas dire, attention, ils envoient des missiles et tout, mais offensive, là je parle dans le sens stratégique du terme. Le Hezbollah ne peut pas occuper du territoire israélien. Il n'en a pas les moyens, il n'a pas de blindés, il n'a pas, il a pas d'aviation, il n'a pas les moyens d'occuper, de mener une offensive sur le territoire israélien. Par contre, le Hezbollah est conçu pour être une structure défensive qui est la meilleure dans la région. Il y a des tunnels à Gaza, comme chacun le sait. Les tunnels du Hezbollah, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment, on est dans un autre monde. Là, c'est la ligne Maginot, c'est de l'équipement dernier cri. Ils ont même des missiles anti-navires dont ils ont bien sûr menacé la flotte américaine. Et c'est pas une plaisanterie, puisque, alors je pense que c'est plutôt les Russes qui ont fait un peu reculer la flotte américaine, mais comme vous le savez, il y a le USS Gerald Ford et le Oui. USS Eisenhower, les deux groupes aéronavals américains, et ils ont reculé quand Poutine a annoncé qu'il mettait des MiG-31 équipés de Kinjal. Donc les MiG-31 peuvent aller à Mach 3 si ma mémoire est bonne, 3 fois la vitesse du son. Et les Kinjal, eux, ça doit être Mach 7, c'est hypersonique. À partir de Mach 5, c'est hypersonique. Euh, ça peut couler un porte-avions en quelques secondes. Enfin, non, quelques minutes, 2-3 minutes. Donc, ça part depuis la mer Noire, foum, ça fonce et ça coule un porte-avions. Mais bon, le Hezbollah a aussi ça. Alors, en 2006, l'armée israélienne a subi une très lourde défaite au Liban à cause du Hezbollah. Or, tout le monde s'accorde à dire que l'armée israélienne en ordre de bataille en 2006 était très supérieure à l'armée israélienne maintenant, pour plein de raisons socio-économiques, etc., voilà, de but, de psychologie aussi, des raisons générationnelles. Il y a eu une décroissance des capacités de combat israéliennes depuis les années 60. Alors, les années 60, c'est l'apogée des capacités de combat israéliennes. C'est les périodes où Israël gagne la guerre des 6 jours. C'est les périodes ensuite où Israël va gagner la guerre du Kippour, même si elle a été considérée déjà comme ce qu'on appelle un close call, quoi. La guerre du Kippour a failli être perdue par Israël, sauf qu'ils avaient l'arme atomique, mais elle a failli être perdue parce que là,
les lignes de défense sur le canal de Suez ont été percées très rapidement et ça a donné lieu à une commission d'enquête qui a mis fin aux carrières politiques de Golda Meir et de Moshe Dayan, donc c'était pas rien. Mais depuis cette période, les capacités de l'armée israélienne n'ont fait que baisser, d'après même l'armée israélienne elle-même. Ce sont des généraux de l'armée israélienne qui disent ça. Et donc, d'une part, le Hezbollah ne peut pas rentrer en Israël, ça c'est pas possible. D'autre part, une certaine frange du Likoud aurait pu être tentée d'entrer au Liban, puisque le Liban est un État failli. Mais la stratégie d'avoir des États faillis dans la région, qui était une stratégie que les Américains avaient soutenue notamment en Irak, puisque bon, l'Irak est un État failli aujourd'hui, elle profite à l'Iran, puisque l'Iran est l'État non failli de la région. La Syrie est quasiment un État failli, l'Irak est un État failli. Bon, l'Afghanistan, c'est plus vraiment un État failli, mais c'est pas non plus un État au sommet de sa forme. Et puis de toute façon, il est dirigé par les talibans. Et le Liban est un État quasi failli. Je veux dire, leur banque centrale est cuite, etc. Et à chaque fois qu'on crée un État failli dans la région, comme le Yémen, comme le Liban, comme l'Irak, à qui ça profite? À l'Iran. Mais c'est pas l'Iran qui a créé ces États faillis, c'est les États-Unis. Mm. Mais les États-Unis, les néoconservateurs, qui sont parfois, pardonnez-moi, mais plutôt cons que servateurs, eh bien, n'ont pas eu des stratégies qui ont été couronnées de succès. Je crois qu'il Mm. faut le dire maintenant. La guerre en Irak n'a pas été couronnée de succès, la guerre en Afghanistan non plus. Et donc, les stratégies des néocons dans la région ont donné une position très forte à l'Iran, ce qui fait que si jamais, par exemple, il devait y avoir une guerre entre le Liban et Israël, ça profiterait décisivement à l'Iran. Décisivement. Et l'Iran sera même en position de gagner une telle guerre. Par procuration, mais de la gagner. Alors, un argument qui ressort assez fréquemment de la part de certains commentateurs côté israélien, c'est que Israël, finalement, s'en est toujours fichu complètement de l'opinion internationale, puisque l'opinion internationale, si on prend les BRICS et si on prend même une partie des populations en Occident, soutiennent les Palestiniens, qu'Israël a toujours fait les choses à sa manière. Il y a une donne quand même par rapport à ce que vous avez dit sur laquelle il faut insister, c'est qu'Israël jusqu'à présent, dans son histoire, n'avait connu que des guerres courtes. Là, elle est face à une guerre d'une toute autre ampleur. Est-ce que finalement, c'est le plongeon dans l'inconnu et qu'est-ce que ça change pour Israël? Parce que, en tenant compte justement de ces éléments de division qui existent au sein de sa société. Bah, là aussi, c'est une très bonne question parce que, comme je vous l'avais dit, on peut utiliser sa stratégie ou ses émotions, mais on ne peut pas utiliser les deux. L'état de la société israélienne faisait que le 7 octobre, c'était pas possible d'utiliser autre chose que ses émotions, de façon très compréhensible, hein, mais à partir de ce moment-là, il aurait fallu réagir autrement. Je vous donne un exemple. Le Hezbollah, dans les années 80, a fait une erreur qu'ils n'ont plus jamais refaite. Ça a été de kidnapper des ressortissants russes. Et le KGB, à l'époque, parce qu'on était encore dans l'Union soviétique, a envoyé aux dirigeants du Hezbollah un bocal à cornichons avec des testicules dans le vinaigre et dedans l'adresse de toute la belle famille du patron du Hezbollah. Et en l'occurrence, je crois que c'était les testicules de son beau-frère. C'est pas une plaisanterie, hein, ils ont vraiment fait ça. Plus jamais le Hezbollah n'a kidnappé de ressortissants russes. Je crois que c'était même une erreur à ce moment-là. C'est-à-dire ils ont fait un kidnapping dans un hôtel ou un truc comme ça. Je me rappelle plus des détails, mais et ils ont pris le blow, quoi. Bon, il y avait des Russes dedans. Les Russes ont décidé d'envoyer un message et le message est passé. Ce genre de choses est davantage ce qu'Israël aurait dû faire vis-à-vis du Hamas. Des assassinats ciblés. Bon, le coup du potache, du bocal à cornichons, ça, je laisse ça à la discrétion des gens, mais des assassinats ciblés.
Mais Ça, là, c'est ils ça, c'est ce viennent, qu'il fallait pardon, faire. Idriss, ils Ouais, viennent de Jean. réactiver officiellement une cellule d'assassinat ciblé contre les dirigeants du Hamas, y compris à l'étranger, provoquant d'ailleurs leur départ de Doha, de Khaled Meshal et de Ismaël Haniyeh quand même. Donc Oui, il y a un esprit munique. Il fallait faire all-in sur l'esprit Munich parce que 20 000 morts et 18 000 tonnes de bombes sur Gaza, c'est ce que le Hamas voulait. C'est ce que le Hamas prévoyait, c'est ce que le Hamas voulait, puisque c'est comme ça que le Hamas recrute. C'est comme ça que d'un coup, le Hamas devient le représentant de la résistance, devient euh, et peut recruter tout Gaza à sa cause. Il peut se retrouver à peser 2 millions de personnes. C'est-à-dire, en fait, maintenant, tout Gazaoui, et d'ailleurs, c'est même pas le Hamas qui le dit, c'est Netanyahou et Ben Gvir qui l'ont dit eux-mêmes, derrière chaque Gazaoui, il y a un mec du Hamas. Donc, ça, c'est ce que le Hamas voulait et c'est ce que Netanyahou lui a donné. Alors, les deux se disaient, dans le bras de fer, je vais gagner. Netanyahou se disait, si je fais ça, je vais gagner et je vais forcer l'Égypte à accueillir 2 millions de réfugiés et je vais être un héros en Israël puisque j'aurai récupéré Gaza. Et le Hamas se disait de l'autre côté, c'est moi qui vais gagner parce que si je fais ça, Netanyahou ne pourra pas vider 2 000 personnes. Et par contre, je vais devenir le représentant de la cause palestinienne et j'aurai 2 millions de Gazaouis à ma disposition. Et pour l'instant, c'est plutôt le Hamas qui gagne. D'ailleurs, c'est même ce que disent plusieurs généraux israéliens. Plusieurs généraux israéliens qui ont dit là, à jouer la bataille comme ça, c'est le Hamas qui va gagner. Et en effet, c'est le Hamas qui va gagner. Alors que avec un scénario à la munichoise, ah là oui, là, le Hamas aurait perdu, en effet. Et c'est ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que le niveau d'échauffement émotionnel en Israël était tel, depuis 15 ans, de tensions qui se sont accumulées depuis 15 ans, qu'on fait que la réponse au 7 octobre pouvait pas être. Netanyahou pouvait pas arriver, faire un discours en disant nous allons être sur la retenue, nous allons lancer une campagne d'assassinat ciblé. Mieux que ça, nous sommes un pays démocratique, donc nous allons juger, nous allons capturer et juger. Si nous avons pu le faire pour Eichmann, nous pourrons le faire pour Méchal, etc. C'était pas politiquement viable, en fait, de faire ça pour Netanyahou. Et de toute façon, je pense pas qu'il aurait voulu le faire. On va même enlever directement cette possibilité. Mais supposons que ça a été le Parti travailliste, par exemple, qui est mort hein, politiquement en Israël. Il doit avoir 6 ou 7 députés, je ne sais plus. Mais supposons que ce soit le Parti travailliste aux affaires et que ce soit un descendant donc, de Rabin. S'il avait fait un tel discours, il se serait fait jeter des pierres. Mm. Donc, c'était pas politiquement possible, mais c'était ce qu'il aurait fallu faire. Et faire les deux, il fallait faire ou l'un ou l'autre. Ce sont des méthodes, c'est comme pour des méthodes anti-incendie quand on est pompier. Enfin, il y a des méthodes, on peut pas utiliser à la fois du gaz carbonique et, je sais pas moi, de l'huile non inflammable ou n'importe quoi d'autre. Il y a des méthodes anti-incendie, on choisit l'une ou l'autre, on peut pas prendre les deux. Et là, en l'occurrence, pourquoi Israël réactive cette cellule, etc. Bah, parce que c'est la bonne chose à faire. Je parle, je Oui. ne juge pas qui a raison, qui a tort, mais là je parle dans l'intérêt israélien. Si jamais moi j'étais général israélien, c'est clairement ça que je dirais de faire. Parce Mm. que les objectifs, sinon à Gaza, l'éradication du Hamas n'est pas possible militairement à Gaza. N'importe qui le sait, qui s'y connaît en contre-insurrection. N'importe qui le sait. Donc, ça, par contre, cette stratégie d'infiltration, d'assassinat ciblé, et puis alors de procès spectacle, idéalement, de les ramener, de les juger, de les Mm. condamner à mort, etc. Ça aurait eu un impact bien, bien supérieur. Mais on ne pouvait pas utiliser les deux à la fois. Alors, dernière question. Il y a un an, pour poursuivre justement là-dessus, mais il y a un an, nous étions dans une configuration différente avec la guerre en Ukraine et on s'est rendu compte que l'Ukraine, qui au départ, hein, souvenez-vous, avec des S-300 qui tombaient sur la Pologne par accident, on se disait « Ah, ça y est, les Russes vont recommencer à envahir l'Est de l'Europe ». Il y avait un risque de débordement avec la Moldavie, la Transnistrie, des incursions, bon, il y en a toujours des frappes, les frappes récentes sur Belgorod, mais on n'entend plus de risque de catastrophe d'usage de l'arme atomique. Visiblement, la communauté internationale, si on peut l'appeler ainsi, les différentes parties se sont entendues pour régionaliser le conflit. Est-ce que sur Gaza, on va y arriver? Parce que je regardais ce matin qu'un navire iranien était rentré en mer Rouge, donc l'escalade des tensions est toujours palpable, il y a toujours un risque. Est-ce que finalement
finalement, on va réussir à s'entendre et est-ce que de ça peut déboucher une paix ou en tout cas une paix armée ou en tout cas une sorte de neutralisation et de régionalisation du conflit pour pas que ça soit une guerre planétaire finalement. Bah, la paix et la guerre, c'est un peu comme l'épouse modèle d'un côté et la maîtresse toxique de l'autre. C'est-à-dire que la paix nous offre parfois sa main, mais on la prend pas. On préfère coucher avec la maîtresse toxique. Et la maîtresse toxique, c'est la guerre. Et là, il y a une opportunité. La paix va nous tendre la main à nouveau. Ça fait des siècles qu'on la trompe, la paix, hein. Ça fait des siècles qu'elle est cocu, et qu'on passe notre temps à coucher avec la maîtresse toxique et toxico, d'ailleurs. Vous imaginez vraiment le personnage le plus toxique et le plus addictif, mais certainement qui est très doué dans les affaires sexuelles, puisqu'on continue toujours à aller la revoir, même si on sait qu'elle nous détruit, cette maîtresse toxique. Et aujourd'hui, des gens qui regardent la maîtresse toxique, il y en a plus que des gens qui regardent la paix. Mais l'opportunité est là. L'opportunité est là parce que après la sidération, bah, c'est un peu comme quand on a vécu quelque chose d'abominable avec la maîtresse toxique. On va revoir sa petite femme chérie, on lui dit pardon. J'aime bien quand je suis tranquille chez moi avec toi, avec les enfants, on est bien. Il y a moins de drama. En fait, je me suis rendu compte, grâce aux aventures complètement dingues que j'ai vécues avec la maîtresse toxique, je me suis rendu compte que la paix du foyer était beaucoup plus attirante. Et donc, ce genre d'événement arrive dans les relations internationales. Les peuples ont envie de retourner à la paix quand ils ont vécu quelque chose d'horrible. Et il va y avoir cette opportunité-là. Mais pour l'instant, l'addiction à la guerre est encore très présente. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions politiques. De toute façon, toutes les solutions sont politiques, il faut être clair. C'est pas un énième choc des civilisations, c'est pas l'islam contre le judaïsme, même si le Hamas aimerait beaucoup que ça soit comme ça. Le Hamas aimerait beaucoup que ça devienne l'islam contre le judaïsme. Mais j'ai des informateurs et des sources qui ont parlé à des Gazaouis, qui sont des Gazaouis qui sont en contact. J'ai aussi des contacts avec des Israéliens, même des Israéliens mobilisés. Et la première chose que les Gazaouis ont fait savoir, c'est surtout ne dites pas que c'est une guerre islam-judaïsme. Ça peut le devenir, mais ça ne l'est pas. Pour l'instant, c'est une guerre politique. Et si ça reste une guerre politique, l'opportunité de réparer les morceaux, de recoller les morceaux avec la paix se présente en 2024. Elle se présente. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les peuples vont rester luxurieux et libidineux pour la guerre, en fait? C'est-à-dire vraiment que comme un type qui a sa maîtresse passionnée, sombre, femme fatale, etc. Ah, et bon, il a encore envie d'aller la voir, quoi, même s'il sait qu'elle est un nid à emmerde et qu'elle va ruiner sa vie. Elle est quand même très douée sous la couette, donc il va revenir. Et en anglais, on appelle ça la luxure du sang, c'est bloodlust. En français, on traduit ça par soif de sang, mais lust, c'est sexuel comme terme. Et en anglais, on dit bloodlust. C'est beaucoup plus puissant que soif de sang. Et cette bloodlust, elle existe chez toutes les parties. Et chez toutes les parties, il y a un camp de la guerre très ferme qui veut y aller. Puisqu'en plus, il y a un petit ingrédient magique dans tout ça, c'est le messianisme. Il y a on a une frange israélienne qui est minoritaire, hein, c'est bien pour ça que j'appelle ça une frange. Il y a même des rabbins qui la critiquent. J'ai vu l'interview d'un rabbin français qui a dit mais c'est n'importe quoi la façon dont ils interprètent la Torah, c'est complètement n'importe quoi. Je suis rabbin, je suis bien placé pour vous le dire. Bon, mais il y a une frange israélienne minoritaire qui dit nous allons accomplir notre lecture. Ils disent c'est la prophétie d'Isaïe. D'ailleurs, Netanyahou l'a cité. Netanyahou l'a cité dans son discours. Voilà, il a cité. C'était un appel à cet électorat, hein. Mais c'est leur interprétation de la prophétie d'Isaïe. Et de l'autre, côté Hamas, vous avez certains qui disent oui, nous allons accomplir les prophéties des hadiths, à savoir l'avènement de Jésus-Christ qui, selon les musulmans, doit revenir sur terre à la fin des temps pour tuer l'antéchrist, etc. Et donc, dans ce cas-là, certains veulent provoquer ça. Mais ils sont minoritaires.
Pour l'instant, la situation est 100% politique, elle peut donc être réglée politiquement. Mais il faut que côté israélien, on donne la parole à tous ceux, s'il y a des gens brillants côté israélien, qui savent très bien comment résoudre le problème politiquement. Et ils ont été attaqués, ils ont été rabaissés, ils ont été parfois même assassinés comme Rabin. Et puis, côté palestinien aussi, il y a des gens qui savent très bien comment faire une solution politique qui, en plus, si on laisse passer 20 ans, une fois qu'on a fait Gaza pour et une fois que la Cisjordanie est devenue une Belgique, où on peut même trouver un compromis où les colons israéliens auraient la nationalité cisjordanienne en plus. On peut très bien faire en sorte qu'ils aient la double nationalité. On fait un compromis à la belge. Il y aura des Flamands et des Wallons. La Cisjordanie sera un État avec des Flamands et des Wallons. Alors je sais qu'en ce moment, on réévoque la possibilité que la Belgique soit coupée en deux. Mais bon, pour l'instant, la Belgique, elle y arrive, malgré tous les problèmes que ça représente. Bah, selon le rapport de force, je sais très bien qu'il y a tout un tas d'Arabes et de musulmans qui vont sauter au plafond si je lance cette idée. Mais je ne parle pas de soutenir cette idée en particulier, je parle d'illustrer un rapport de force. Même en supposant que le rapport de force soit tel qu'il n'y ait plus de décolonisation de la Cisjordanie possible, ce qui était la pierre d'achoppement pendant les accords d'Oslo, c'est-à-dire que le Likoud a fait savoir que c'était une trahison d'enlever les colonies de Cisjordanie, et c'est une des raisons pour lesquelles Rabin a été assassiné. Eh bien, même si on suppose que ce rapport de force ne peut plus être inversé, rien n'empêche de transformer la Cisjordanie en une Belgique. Et il y a des Franco-Belges, il y a bien des gens qui ont le passeport français et le passeport belge. Il y aura des Israéliens qui auront le passeport israélien et le passeport cisjordanien, on l'appellera, et si on veut l'appeler Samarie pour leur faire plaisir, eh bien on appellera ça la Samarie. Mais je pense que les Palestiniens ont bien envie que ça s'appelle Palestine. Donc, il y a des solutions politiques, il y en a plein. Et là, j'insiste parce que je sais qu'il y a tout un tas de gratteurs de vues à la petite semaine qui essaient de me citer hors contexte. J'insiste on the record avec vous que ce n'est pas ce que je défends. Je ne dis pas que la Cisjordanie doit devenir un État binational à la belle. Je dis juste que c'est une possibilité pour illustrer le fait qu'il y a plein de solutions politiques possibles. Il y en a énormément, mais on n'en parle pas, on ne les regarde pas, on ne les évalue pas, parce qu'on préfère coucher avec la guerre pour l'instant. Merci Idriss Aberkan de nous rappeler dans cette conclusion que la solution à deux États est peut-être la seule solution dans un contexte où malheureusement elle semble, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, jamais aussi éloignée des possibilités, mais en tout cas il faudra bien y penser un jour. Merci beaucoup pour cet entretien extrêmement riche. Je vous donne rendez-vous très bientôt. À vous, les auditeurs, les abonnés d'Omerta, de notre chaîne YouTube et de notre application, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Je vous réitère tous mes vœux pour l'année 2024 et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Bienvenue sur l'application Omerta. Pour s'abonner, rien de plus simple. Cliquez sur S'abonner, puis choisissez le forfait de votre choix. Une fois votre moyen de paiement saisi, vous aurez accès à l'ensemble de nos reportages exclusifs, à nos documentaires, à nos entretiens et à nos décryptages. Bienvenue dans l'univers d'Omerta.